à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Polygone. La fièvre de Paris 2024 est retombée, mais il en reste des souvenirs pour la vie et en particulier chez ceux qui ont œuvré dans les coulisses. C'est le cas des 4 participants à cette émission avec des profils très différents. Aurélie Muller, championne de nage en eau libre. Anne Beck-Göpfer, juge d'athlétisme. Éric Cirque, entraîneur de lutte. Et Cléa Zippel, secouriste. Merci à tous les 4 de témoigner aujourd'hui. Et puis, puisqu'on va parler de sport, eh bien, on a choisi de s'installer dans un équipement sportif sarregueminois, le complexe Émilie Le Pennec. Merci à la ville de Sarreguemines pour le lieu de tournage et merci à l'Assogib qui nous accueille aujourd'hui et on partage les lieux avec les jeunes gymnastes qui sont en train de s'entraîner. Vous allez les voir derrière nous tout au long de l'émission. Mais revenons à Paris 2024. Cléa, tu n'as que 17 ans. Est-ce que tu t'imaginais un jour que tu allais aller au JO? Comment tu t'es retrouvée embarquée dans cette aventure? Sincèrement, j'y pensais pas du tout. Alors déjà, je suis secouriste à Beach, à la FF2S. Et c'était rien que simple bénévolat, des petites choses comme des petits concerts, des petites fêtes de village ou ce genre de choses. Et puis un jour, on nous a contactés pour venir aider au JO. Et puis notre président d'association, il nous a demandé si des gens voudraient bien y participer. Du coup, je me suis dit, c'est une expérience à vivre. Du coup, j'ai tout de suite accepté d'y aller. Et c'est comme ça qu'a démarré l'aventure. Anne Beck-Göpfer, on vous savait particulièrement investi au niveau de l'ASSA, donc l'Athlé Sport Sarreguemines Arrondissement. Mais comment vous vous êtes retrouvée à être juge à Paris? Alors nous, dès qu'on a su que les JO allaient avoir lieu à Paris, on pouvait postuler pour être officiel. Donc il faut quand même avoir une certaine expérience, des diplômes. Et au niveau de la Ligue du Grand Est, toutes les personnes intéressées, officielles, qui avaient donc les capacités de le faire, ont passé un examen. Donc nous, on a été retenus sur examen. Au vu de cet examen, de la parité homme-femme, de l'expérience qu'on avait en compétition internationale, nationale, et de l'assiduité qu'on avait eue pendant toutes les années qui se sont écoulées sur les terrains. Une sacrée sélection. Une sacrée sélection, oui. Ok. Éric Cirque, votre présence au JO dépendait des performances de vos lutteurs, selon qu'ils arrivent ou non à se qualifier pour participer au JO. Exactement, et sachant que les sélections sont très dures, je pense dans toutes les disciplines, mais voilà, j'ai eu la chance, pas pour un lutteur français, un lutteur réfugié qui s'entraîne au club depuis de nombreuses années et qui lui a vu sa sélection passé par le CIO et a eu la chance. Et du coup, comme moi je suis son entraîneur, il tenait absolument que ça soit moi qui soit au bord de sa chaise, au bord du tapis et à le coacher. L'entraîneur accompagne forcément l'athlète ou bien parfois c'est la fédé qui prend le relais? Au niveau fédéral, aucun entraîneur de club ne peut participer aux compétitions, que ce soit n'importe lesquelles. Il n'y a que les entraîneurs nationaux. C'est la fédération qui a fait ce choix et qui continue dans ce système. Je sais que beaucoup de pays, les États-Unis, les Russes ou d'autres pays, les entraîneurs de club accompagnent leurs athlètes avec l'entraîneur national. Mais en France, ça ne se fait pas. En lutte en France, ce n'est pas toujours le cas. Aurélie Muller, sans remuer le couteau dans la plaie, vous espérez dans la scène. Vous n'avez finalement pas réussi à vous qualifier pour les JO de Paris 2024. Et pourtant, vous y étiez en tant que commentatrice. Comment on fait pour rentrer dans ce cercle très fermé? Une opportunité qui s'est présentée à moi début d'année 2024. France Télé est venue me demander si j'étais OK pour être consultante. Il faut savoir que France Télé a toujours un journaliste et choisit un expert, souvent un ancien sportif ou un sportif pas qualifié, pour parler de la discipline. Et donc voilà, j'ai tout de suite accepté. Et alors concrètement, comment ça se passe? En quoi ça consiste de commenter une épreuve? Parce que par exemple, on a entendu votre voix, mais on ne vous a pas vu. Donc déjà la question c'est vous étiez où? Et ça se passe comment? Parce qu'en plus,
par rapport aux autres épreuves de natation, c'est une épreuve qui est longue, la nage en eau libre. Oui, oui, c'est une épreuve qui dure à peu près 2 heures. Nous, on était situés vraiment sur le pont Alexandre III avec tous les autres médias du monde entier. Et en fait, le but vraiment d'une consultante, c'est de rentrer un peu dans la vraie discipline, montrer un peu les avant, les après, expliquer un peu plus en profondeur ce que c'était l'eau libre et de la faire connaître au plus grand nombre. Anne, vous étiez forcément au Stade de France durant toute la durée des épreuves? Voilà, nous on était au Stade de France, donc dans l'arène, hein, sur la pelouse. Et quelles étaient vos missions? Parce que des juges, il y en a plein, il y a tellement d'épreuves. Alors, mon mari et moi, on a été affectés au concours de lancer. C'est-à-dire, on a fait du disque, du poids, du marteau et du javelot. On a eu la chance de faire les 4 disciplines. Et au para, il y a d'autres épreuves aussi qui n'existent pas chez les valides, comme le lancer de massue. Et donc, il faut savoir que sur le terrain, une équipe de juges en athlétisme, c'est en gros 10 personnes. Donc chaque personne a son poste fixe, chacun joue son rôle et il faut en moyenne, nous on était 240 juges officiels en athlétisme et donc en moyenne une dizaine sur chaque concours. Et donc tout ça au Stade de France. Toi Cléa, est-ce que tu étais toujours au même endroit ou pas du tout? Non, déjà les premiers jours j'étais la compétition de canoë sprint, c'était à Vers-sur-Marne il me semble. Et après, les autres jours, c'était dans des fan zones, dans des parcs autour de Paris ou dans Paris. Enfin, ça dépendait vraiment les jours, là où on avait besoin de nous, etc. Et est-ce que tu as dû intervenir souvent en tant que secouriste? Concrètement, qu'est-ce que tu avais à faire? Personnellement, j'ai pas eu beaucoup d'interventions à faire. Mais c'était surtout de la bobologie, des petites coupures, des petites blessures. Ou bien la période où j'y étais, il faisait extrêmement chaud, du coup des malaises ou ce genre de choses. Ou des piqûres de guêpes, j'ai eu aussi beaucoup. Mais sinon, non, rien de très grave. Éric Cirque, quand on est entraîneur et qu'on accompagne un athlète, est-ce qu'on est 100% du temps avec lui? Bah là, oui. J'étais 100% avec lui, surtout l'honneur d'être au JO, d'être, je pense, dans la compétition la plus belle au monde. Donc là, on lâche rien, on est tout le temps avec. Alors tout le temps avec, sauf les cérémonies, je pense, non? Exactement, la cérémonie d'ouverture où il n'y avait que les athlètes. Et nous, les entraîneurs, on était au village, on était justement dans l'espace qui était de récupération, qui était vraiment magnifique et où on s'est retrouvés devant les grands écrans. Et je pense qu'on y était super bien parce qu'on voyait tout et on n'était pas trempés. Voilà. Mais on n'était pas sur le bateau. Voilà. Et quand on se retrouve entraîneur à être comme ça au JO, on est rémunéré par qui? Alors, j'étais détaché. Pardon, mais on est tous curieux, je pense. Ben moi, c'est que j'avais pas de rémunération. J'ai eu la chance, c'est que la municipalité m'a demandé de faire un ordre de mission et j'ai été couvert donc par la municipalité. Et comme c'est l'équipe des réfugiés, donc c'est géré par le CIO. Par contre, tous mes frais étaient pris en charge par le CIO. Et Aurélie, est-ce que j'ai le droit de poser la question? Ça paye bien d'être commentatrice en télé nationale pour les JO? Bien, pas bien, ça dépend, mais c'était plutôt agréable sur environ 4 heures de direct, parce qu'une course de dos libre, ça dure environ 2 heures, donc j'avais 2 heures pour les filles et 2 heures pour les garçons. Après, si vous voulez vraiment tout savoir, c'est aux alentours de 2 000 €. Voilà, c'est déjà pas mal, c'est plutôt intéressant, mais le but c'est vraiment de faire partager moi ma discipline pour que les gens fassent connaissance. Et en plus, on avait la chance de nager dans la Seine, vraiment sur un plan d'eau qui a fait beaucoup parler. Oui, c'est clair. Mais au final, elle était nageable. C'est ça. Alors Cléa, toi tu étais bénévole, complètement bénévole. Alors question, la gratification, ça se résume à peu près à un t-shirt et un sandwich ou un peu plus? Non, de la part de la fédération, nous avons reçu un sac, une petite glacière avec des couverts dedans, un gobelet et puis encore d'autres petites choses ou des pins, ce genre de choses.
Mais après, ok, être bénévole, c'est pas toujours facile, mais après c'est une expérience de vie, c'est quelque chose à vivre et franchement c'était une très belle expérience. Et le transport, le logement par exemple? Pour le logement, on était logés et tout gratuit. Le transport, on avait des petites cartes Pass Navigo. Du coup, quand on était sur Paris ou quand par exemple on était à 2 ou à 3 sur des postes, on pouvait y aller en tram ou ce genre de choses. Mais après, quand Et on pour était aller jusqu'à Paris? Ouais, jusqu'à Paris, on est parti à 3 du coup de l'association. On est parti avec notre ambulance et on est allé jusqu'au logement, du coup qui était à 20 minutes à pied de la Tour Eiffel. Du coup, c'était franchement sympathique. Et après, quand on partait à plusieurs, voire 10, ce genre de choses, on partait tous en ambulance. Du coup, on se donnait rendez-vous le matin et on partait tous ensemble. C'est sympa de circuler dans Paris en ambulance. Oui, on a beaucoup de priorités du coup avec la voie des JO et après ça roulait facilement quoi vu que... Ok. Anne, vous êtes dans une situation encore différente. Vous faisiez partie des officiels, mais en étant bénévole. Alors du coup, ça s'est passé comment pour vous? Alors donc nous on faisait aussi partie des bénévoles, même si on a très rarement parlé des officiels dans les remerciements. Donc c'est-à-dire qu'on n'a pas été rémunérés, rien du tout. Par contre, on nous a conduits jusqu'à Paris, c'est-à-dire qu'on nous a payé notre trajet en TGV, aller-retour. On a eu une dotation vêtements, donc parce qu'on avait une tenue de session du matin et une tenue de session du soir. On avait donc un dress code particulier, donc on devait s'habiller suivant ce dress code. On a été logés, donc pour les paras dans un hôtel, pour les olympiques dans un hôtel pas très loin du Stade de France, à une demi-heure. Pour les paralympiques, on était logés au village olympique. On avait également des passes Navigo pour les 2 périodes, donc à utiliser pour les bus, les trams, enfin toute forme de circulation dans Paris. Et on était également en partie nourris, c'est-à-dire qu'on avait un per diem par jour qui correspondait à notre nourriture, on va dire, et aux frais de pressing, puisque on avait une dotation mais qui n'était pas... Il n'y avait pas assez de vêtements. C'est pas qu'il n'y avait pas assez de vêtements, mais enfin il fallait gérer quand même quoi, pour pas sentir le phoque on va dire. Donc il fallait nettoyer, donc ils appelaient ça un per diem pour ce qui était nourriture et pressing. Alors vous, forcément, avec l'athlétisme, vous avez beaucoup été mise à contribution, plus qu'Aurélie avec 2 épreuves. Mais malgré tout, est-ce que les uns et les autres, en marge de vos missions respectives, est-ce que vous avez pu profiter des Jeux? Est-ce que vous avez pu regarder des épreuves, aller dans des endroits où il se passait un peu des événements liés aux Jeux? Oui, moi personnellement, j'ai eu beaucoup de chance parce que forcément l'accréditation en presse, c'est un peu le Graal à avoir. Donc c'est vrai que j'avais accès à tous les stades et à tous les sites de compétition. Donc j'ai pu voir pas mal de disciplines comme le volley, le hand, le tennis de table aussi. Donc voilà, j'étais assez gâtée pendant les 5 jours où j'y étais. Eric? Mais avant de parler là, comme de la rémunération, je pense que tous, c'est déjà une grande joie d'y être. Et rien que de pouvoir assister, je pense que ça passe. L'argent passe sûr, après. Mais c'est aussi pour faire comprendre que justement c'était de l'engagement, c'était du bénévolat, c'était prendre des congés pour y aller. On se doute bien qu'il n'y a pas des milliers des cents et que c'est pas comme ça qu'on fait fortune. Et je pense que pour Aurélie, le passe-presse valait beaucoup plus que la rémunération. Exactement. Il est beaucoup plus important dans ce cas-là. Et alors du coup, qu'est-ce que vous avez fait en dehors de la partie officielle et de votre rôle d'entraîneur? Déjà avec l'accréditation que j'avais, c'est qu'on avait des secteurs. Donc moi j'avais tout le côté de la Tour Eiffel. Je pouvais accéder donc au beach volley, à la lutte et tout ce qu'il y avait autour, mais je ne pouvais pas aller au Stade de France. Mon accréditation ne me permettait pas. Parce que j'ai fait connaissance d'un entraîneur d'athlétisme où on était régulièrement ensemble au village, qui lui suivait une athlète réfugiée et qui courait et voulait, et elle aurait bien aimé que je vienne avec pour voir au Stade de France. Mais mon accréditation ne me permettait pas. On avait l'opportunité de trouver des billets pas chers, parce qu'au village olympique,
Il y avait encore possibilité. On aurait pu et tout, mais bon voilà, je partais un peu partout, j'ai essayé de regarder, j'ai eu la chance d'être un jour avant la grande course de vélo, j'étais à la butte de Montmartre, parce que j'avais donné le repos à l'athlète, je suis allé me balader là-haut parce que j'adore. Et j'ai eu la chance parce qu'ils étaient en train de repérer justement le parcours. Donc c'était génial. Je suis allé voir le beach volley et bon, j'étais un peu partout dans Paris. J'avais comme la jeune fille un pass Navigo et c'est génial parce qui a été rentabilisé. Ouais, on pouvait aller où on voulait. C'était vraiment super. Cléa, est-ce que tu as travaillé à peu près tous les jours ou tu as pu en profiter des Jeux? Étant mineure, du coup, j'ai eu des journées de repos. Et pendant mes journées de repos, je partais à gauche et à droite. C'était la première fois que j'allais sur Paris. Du coup, j'en ai vraiment bien profité. J'allais vers la Tour Eiffel, au musée du Louvre ou ce genre de choses. J'allais vraiment visiter partout. Et après, le soir, quand je rencontrais des personnes, on partait, on sortait. Par exemple, on est allé à l'hôtel de ville, on allait voir le match de basket. C'était la demi-finale, je crois, des féminines contre la Belgique. Du coup, on est allé le regarder là-bas et c'était super sympa. Ah, ça marque. Ouais. Bon, est-ce que vous avez vu autre chose que le Stade de France? Alors, pendant les Olympiques, pas vraiment parce qu'on était vraiment beaucoup pris. C'était aussi assez fatigant, on terminait assez tard le soir. Et on commençait tôt le matin. C'était un petit peu compliqué pendant les Olympiques. On a plus fait du tourisme. Après, fallait-il trouver des places. C'était pas évident. Les rares fois où on était libre, ma foi, il n'y avait pas de place. Et puis, comme Eric, nous, notre accréditation ne nous permettait pas d'aller ailleurs qu'au Stade de France. Ça voulait dire que si on allait ailleurs, il fallait qu'on paye, qu'on trouve une place. Le Stade de France n'était pas non plus idéalement placé par rapport à certaines autres disciplines qu'on aurait voulu voir. Il faut savoir que Paris, c'est pas Sarreguemines. Quand on se déplace, on ne va pas se dire on va là-bas dans 10 minutes, on y est. Donc en comptant tous les temps de trajet, on était des fois trop court. Par contre, pendant les paras, malgré le fait qu'on avait plus d'épreuves et plus de travail, parce qu'il y avait moins de juges et plus d'épreuves, on a quand même réussi à aller voir un match de basket fauteuil, où les Français malheureusement se sont pris une belle rouste, et la finale du CC Foot. Donc ça reste le regret des Olympiques de ne pas avoir pu aller voir autre chose. On s'est un petit peu rattrapé au para. Et puis cette aventure des Jeux Olympiques, Aurélie et Anne, vous l'aviez déjà commencé plus tôt en portant la flamme. C'était déjà une manière de vous plonger dans cette ambiance? Oui, un petit peu, même si moi je l'étais depuis quelques années au vu de ma qualif. La flamme, c'est vrai que la voir à Sarreguemines et en fait la faire partager avec l'ensemble des Sarregueminois et des Sarregueminoises, pour moi en tout cas, c'était vraiment une fierté. Et on a vécu un beau moment ce jour-là. Ouais. Alors pour moi, c'était un moment, c'était hors du temps. Pas dire autrement, c'était déjà je savais que j'allais déjà au JO en tant qu'officielle, mais alors là c'était la cerise sur le gâteau, porter la flamme à Sarreguemines, dans sa ville, devant les gens qu'on connaît, avoir cette reconnaissance-là, parce que quelque part c'est aussi une reconnaissance par rapport à un parcours. Donc c'est vraiment un moment hors du temps. Moi j'avais 12 ans. C'est joli résumé comme ça. Si, on me demandait est-ce que tu stresses? Je dis non, je suis heureuse, excitée comme une puce. Mon seul stress, c'était de ne pas arriver jusqu'au rendez-vous à l'hôtel de ville le matin, percuter une biche, tomber en panne. Voilà, c'est mon seul stress. Mais à partir du moment où j'étais à l'hôtel de ville, c'était que du bonheur. Bon, l'ambiance des JO, vous Aurélie, vous l'aviez dit, vous aviez déjà participé aux JO de Rio en tant que compétitrice. Vous étiez déjà commentatrice de la nage en eau libre aux Jeux de Tokyo. Paris 2024, c'était une autre dimension? Ah bah oui, là forcément, en Tokyo, on était encore en plein Covid. Il n'y avait pas de public, pas de spectateurs, pas de famille. Donc je me rappelle que j'avais fait l'aller-retour en 3 jours. Le décalage horaire, etc. Les tests le matin, les tests Covid tous les matins, le masque, donc pas du tout la même ambiance que Paris. Et après Paris, voilà, ça a été vraiment, on est chez nous. Les Français ont plutôt été super heureux d'accueillir les Jeux. Une ambiance de folie, que ça soit dans les stades, hors des stades.
Moi, j'ai surtout senti vraiment l'ambiance dans les différentes disciplines que je suis allée voir. La communion en fait des gens autour des disciplines a été fabuleuse. Éric, vous, est-ce que vous aviez accompagné Yannick Sepagnac il y avait en 2004 Athènes et 2008 Pékin, vous étiez du voyage? Ben, j'ai fait Athènes, Pékin, Londres, Oui. et ça n'a rien à voir. Paris, c'est autre chose? Ben, Athènes, c'était avec un ami, parce que j'avais dit aux athlètes, si un d'entre vous se qualifie au jeu, j'irai au jeu. Et pas de bol, Yannick se qualifie. Donc, et j'avais un pote qui me dit, si tu vas au jeu, je vais avec toi. On est parti en berlingot, avec 4 vitesses. On a traversé, on est arrivé en Suisse, on a traversé la Suisse, l'Italie jusqu'à Bari. On a pris le ferry. Le ferry. On est arrivé à Patra, et Patra à Athènes. On dormait à la Belle Étoile, on allait se doucher aux plages. C'était vraiment, et c'était magique parce qu'il faisait hyper beau, super ambiance, une très belle communion avec tous les pays. Et voilà, à Pékin c'était plus froid, étant donné que c'est immense et bon, très strict. Londres, j'étais avec un ami où on dormait en face de Big Ben. C'était aussi magique, mais c'était pas l'ambiance de Paris. C'est comme Aurélie dit, c'est Paris à tous les niveaux. J'étais dans le village, je sortais du village, là où j'allais, il y avait quelque chose et c'était magique. Une ambiance et vraiment beaucoup de plaisir et de bonheur avec tout le monde. Hein. Alors vous, Anne, vous ne pouvez pas comparer avec d'autres Jeux Olympiques, je crois, mais en revanche, vous avez prolongé l'aventure. Vous étiez de nouveau bénévole pour les Jeux Paralympiques. Est-ce que ça a été une ambiance très différente? Comment vous l'avez vécu? Alors on était curieux de voir par rapport à ce qu'on avait vécu. Comme ils disent, moi je disais à ce moment-là, Paris c'était un monde de bisounours. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, tout le monde était souriant, tout se passait bien, il y avait d'accro nulle part. Et donc on était un petit peu, on se demandait comment ça allait être, puisque bon, Paris pendant les paras, les gens retournaient travailler, les enfants retournaient à l'école, les Parisiens étaient de retour. Donc on avait un petit peu cette appréhension et cette attente. Est-ce que le stade serait plein? Parce que voilà, c'est quand même le Stade de France, c'est quand même plus de 70 000 places quoi, qui étaient complet comme un œuf pendant les Jeux Olympiques. Donc on avait toutes ces attentes-là et on n'a pas été déçus. Honnêtement, c'était magique aussi. Il y avait toujours encore cette ferveur et de voir ce Stade de France pour des Paralympiques remplis comme ça, je pense que les athlètes ont dû vivre des moments merveilleux. Il y avait une ambiance de folie. Il y a des pays qui ne sont pas très représentés en olympique qui étaient là, qui sont arrivés avec les tambours, les flûtes. Enfin, c'était incroyable. Il y avait une très très jolie ferveur aussi. J'ai eu la chance de loger au village olympique pour les paras. Là aussi, on est hors du temps, quoi. D'ailleurs, c'est pas un village, hein, parce que voilà, je veux dire. C'est une ville et une usine en même temps. Moi, j'habite dans un village, voilà. Moi, j'habite dans un village de 750 habitants. Ça ressemble pas à ça, quoi. C'était énorme. Et il y avait encore cette ferveur. Alors on sentait que c'était moins prononcé parce que les gens avaient retrouvé leur vie, mais on voyait arriver, nous, on devait prendre le métro pour aller au stade la fois là, puisqu'on était au village olympique, et le métro était bondé, mais bondé de gens qui allaient au Stade de France. On montait dans le métro, on était comme ça, et ils avaient tous un t-shirt, un drapeau, un maquillage, une casquette, ils allaient tous au Stade de France, quoi. Et c'était incroyable. Alors ils nous regardaient, on avait nos habits d'officiels, puis alors les gens nous souriaient, et puis on leur disait vous allez où comme ça? Au Stade de France. Et puis bon, c'était vraiment... il y avait une très belle ferveur malgré tout. Enfin pas malgré tout, il y avait une très belle ferveur aussi. Et cet aspect village olympique, est-ce que c'est ça aussi qui a permis, Éric, que vous en profitiez comme ça pour croiser plein de monde? Parce que alors on a vu des photos, il y a même une photo avec Anne Hidalgo. Parce que vous avez aussi profité des JO pour voir plein de monde en fait. Ah bah, ce qu'il y a de beau, c'est que tous les grands champions comme Aurélie, tout
tout le monde est accessible. Déjà rien que ça, vous êtes là-dedans, vous vous dites, oh, purée, oh, il y a le géant, il y a lui, oh, et c'est une ambiance. Le premier soir, quand je suis arrivé, mon athlète qui me... Oh, viens, on va manger, viens, on va faire ça, tu veux une glace? Je dis, oh, attends. On pose les bagages, on arrive à la cantine, pour lui. je me mets et tout, et j'ai Nadal qui vient, Alcaraz, et qui se mettent à côté, comme là, Aurélie, et qui mange à côté de nous, tranquille. C'est la magie des jeux. Ouais. C'est vraiment... vous rencontrez mais tous les champions et tout le monde est, comme elle disait, sympa, d'une gentillesse, et il n'y a pas de... Si seulement le monde était comme ça tout le temps, je me disais, quand je vais sortir, ça va faire mal. Et bon, ben, le premier jour, quand j'arrive à Sarrebruck, je rencontre tout de suite des gens que j'avais pas envie de voir. Le retour à la réalité, il est dur. Et Cléa, pendant les Jeux, au niveau ambiance, comment tu l'as vécu, toi? Parce qu'en étant en même temps à avoir une mission, mais en même temps en ayant du temps libre, donc tu as eu les deux aspects au niveau ambiance. Comment tu l'as ressenti, toi, cette ambiance? Franchement, c'était super. Il n'y avait pas de stress, il n'y avait rien du tout. Les gens, ils étaient tous super cool, super souriants, comme tout le monde l'a dit. Et surtout, entre secouristes, il y avait beaucoup d'entraide. Ils étaient tous super sympas, c'était vraiment adorable. C'était super bien, on rigolait souvent, on faisait des blagues ou des choses comme ça. Et franchement, ça s'est passé super bien. Après, même au logement, je sais que tous les soirs, il y avait des sortes d'activités qu'ils faisaient pour pas que, pour niveau stress. Troisième mi-temps, voilà. hein. Exactement. Et du coup, je sais qu'il y a un soir, on a eu une activité au karaoké ou ce genre de choses. Et franchement, on rigolait tous bien ensemble. C'est comme si on se connaissait depuis longtemps, alors que c'était la première fois qu'on se voyait. Et franchement, de voir tout le monde venir de toute la France comme ça, c'était magique. Et tu as eu l'occasion, toi aussi, de croiser des athlètes, des stars du sport? Oui, au canoë sprint, du coup, je passais à côté de beaucoup d'athlètes. Et puis à un moment, les athlètes, ils étaient sortis un peu dans les gradins. Du coup, on en a profité pour faire une petite photo avec... c'est Lena Rowling, je crois, il me semble. Elle a gagné la médaille d'or. C'était en duo mixte, il me semble. Et du coup, on en a profité pour faire une petite photo avec elle. Et franchement, c'était super sympa. Anne, les juges, ils n'ont pas le droit de sympathiser avec les athlètes, non? Alors nous, on a signé une C'est charte. compliqué. Oui, c'est très compliqué. Nous, on a signé une charte de réserve, quoi. Donc sur le stade, voilà, hein, on est tenu à notre rôle de juge, donc on ne sympathise pas. À l'extérieur, dans le village olympique, par exemple, nous, on avait, contrairement à Eric, on avait notre restaurant qui était accolé au restaurant des athlètes. Donc nous, hop, on bifurquait, on allait manger dans notre salle. Je ne te connais pas. Donc, c'est moins fun. Oui, bon, ensuite, il y a évidemment des gens que vous connaissez, des sportifs que vous connaissez, et vous ne pouvez pas passer à côté de gens que vous connaissez sans les saluer. Après, on est intervenu sur le stade, dans le village olympique, pendant les paras, par exemple. Il y a un athlète, j'étais à un moment donné chargée des athlètes sur le stade, donc on a un peu plus de proximité que si on est, par exemple, à la mesure, parce qu'à la mesure, les juges n'ont pas de proximité avec les athlètes. Moi, j'avais à un moment donné un rôle où j'avais un peu plus de proximité, donc je parlais avec les athlètes sur le stade parce que ma fonction m'y obligeait. Et dans le village olympique, il y a un athlète qui m'a reconnue, donc en anglais, hi, how are you, et puis il commence à discuter. Bon, j'allais évidemment pas lui dire, je te connais pas, j'ai pas le droit de te parler, voilà. Mais on avait un certain droit de réserve, pas le droit de prendre des photos sur le site avec les athlètes. Bon. On a quand même eu droit à quelques petites photos. Mais c'était une ambiance différente. Par contre, on a eu la chance sur le stade, évidemment, d'avoir dans nos concours des futurs champions olympiques ou des ex-champions olympiques. Bon, ça, c'est de les voir de près, de se sentir tout petit ou toute petite, parce que certains sont immenses, tant par leur talent que par leur taille. Donc de les voir en vrai, il y en a certains, on a déjà vu pendant des meetings, mais là, il n'y en a pas un, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il y en a 12, quoi, il y en a 15. C'est quand même un moment unique. Aurélie, vous en connaissez plein aussi, des athlètes. C'était l'occasion de retrouver des amis? Oui, bon, on s'est croisés. Alors là, du coup, je suis vraiment du côté
journalistes, donc j'étais vraiment séparée d'eux et dans un hôtel particulier. Enfin voilà, donc on était vraiment tous ensemble avec tous les consultants et les journalistes de France Télé. Mais on a pu se croiser. Je n'ai pas eu la chance d'aller au bassin parce que forcément c'était la semaine d'avant. Mais on s'envoyait des photos, de dire bon bah moi je suis là, est-ce que tu peux venir, etc. Donc on s'est croisés de temps en temps, ouais. Et l'ambiance entre consultants et avec les journalistes? Super, non vraiment super. Des WhatsApp à n'en plus finir, voilà, pour préparer le lendemain, etc. Donc c'est vraiment, France Télé, ça a vraiment été incroyable le nombre d'heures qu'ils ont pu diffuser durant ces jeux. Oui, c'était un record aussi. Et ça a été un record aussi et je trouve que voilà, c'était vraiment très important de pouvoir montrer au plus grand nombre le plus possible de disciplines et de compétitions. Mais ouais, c'était un monde un peu à part et ça fait aussi du bien de voir autre chose qu'en tant qu'athlète. Et alors du coup, dans tout ça, dans tout ce que vous avez vu et vécu, quel est le souvenir le plus marquant que vous gardez de Paris 2024 ? Compliqué d'en choisir qu'un. J'ai quand même eu la chance de voir plusieurs disciplines comme le hand, le tennis de table avec les frères Lebrun. Moi, ce que je retiens vraiment, c'est la communion, ou quand il y avait des chansons et que tout le monde chantait à l'unisson. Ça donnait vraiment des frissons. Et si j'avais un souvenir, alors c'est marrant, mais je l'ai vu une fois rentrer. C'est le record du monde de Duplantis, qui arrive à faire son record du monde sur le dernier essai, avec tout le stade qui a fini les épreuves. Et j'étais devant ma télé, je me dis, il va... Enfin voilà, j'avais la tension et fabuleux quoi. Il le réussit sur le dernier essai, et incroyable. Eric, pour vous, le souvenir le plus marquant que vous garderez de Paris 2024, c'est quoi ? Il y en a tellement. J'en ai encore plein la tête, plein le cœur. Mais ça a été justement, comme Aurélie a dit, j'ai beaucoup aimé, et des athlètes étrangers que je connais, des lutteurs et tout, m'ont dit, et c'est le public qui a accompagné et qui a encouragé, mais tout athlète. Et ça a été grandiose. Moi, je vois Jamal, il perd, toute la salle se lève, le voyait en train de pleurer, et wow, c'était vraiment prenant. Hein. Et cette ambiance, vraiment, le public a été... je pense qu'il a fait beaucoup pour ces Jeux. Je pense que lui a donné un plus, et on pourrait lui donner la médaille d'or. Bravo. Cléa, toi, c'était à la fois la découverte de Paris et la découverte des Jeux Olympiques. C'est quoi ton souvenir le plus marquant que tu vas garder ? Sincèrement, pour moi, le souvenir le plus marquant, c'est tous les JO, toute la semaine que j'ai passée là-bas. Mais après, je dirais qu'à un moment, quand j'étais au canoë sprint, les bénévoles surtout, super agréables, super sympas, qui étaient tous l'un en face de l'autre, qui faisaient des holas à chaque fois qu'on passait. Et c'était franchement une super bonne ambiance, même avec le public, ils étaient tous là à crier, tous les touristes, les étrangers qui étaient là à fond dans les jeux. Franchement, c'était super beau à voir et je pense que ça m'a mis plein la tête. J'en garde encore des beaux souvenirs, je suis encore émerveillée, d'accord, je sais plus... j'arrive pas à l'oublier en fait, c'est un truc inoubliable, c'est quelque chose que j'aurais plaisir de raconter à mes enfants plus tard, quoi. Mais c'est sympa la Ola pour les secouristes, pas seulement pour les athlètes, pour les stars, mais de reconnaître le travail, la mission de tout le monde. C'est chouette. Ouais. Et vous, Anne, ça sera quoi le souvenir le plus marquant ? Alors, comme dit, difficile de choisir. Hein. J'étais sur le stade quand Duplantis a battu son record, donc voilà. Avec un stade, mon petite anecdote, encore plein, alors que la compétition était finie depuis longtemps, quoi. Hein. Après, moi, mon plus beau souvenir, ça restera peut-être mon seul regret, c'est de ne pas avoir pu enregistrer l'ambiance qu'il y avait sur le stade. Cette ferveur qu'il y avait quand on était dans le stade. Parce que c'était pas pareil que dans les tribunes, c'était pas pareil qu'à la télé. Il y avait vraiment une dimension, je sais pas comment expliquer ça, on se sentait soulevé par toute cette foule qui acclamait. Et je peux comprendre que des sportifs aient perdu pied parce qu'on n'est pas préparé à ça.
Nous, même en tant que juge, debout au milieu, nous, on n'avait pas de pression, on sait ce qu'on doit faire, etc. Mais de sentir cette ferveur qui vient des tribunes, c'était quelque chose d'incroyable, d'inimaginable. Et mon regret, c'est ça, c'est de ne pas pouvoir faire partager ça à d'autres gens, quoi. Moi, je l'ai vécu, ça restera toujours dans un coin de ma tête, mais j'aurais tellement voulu que les gens entendent cette ferveur-là. C'est ce qu'on entend quand on est en bas, quand on est dans le stade et pas seulement dans les tribunes. Ouais. Il y avait des chauffeurs de salle. Moi, la lutte, j'ai jamais vu une ambiance comme ça. C'était magique. Tout le monde participait. Ils ont réussi à mettre une ambiance. Je l'ai vu au Stade de France quand je regardais à la télé. Je suis allé voir le beach volley. C'était la même ambiance, mais c'était grandiose. Et les chauffeurs de salle, là, c'était vraiment magique. Hein. Ils ont vraiment mis le feu. Ils ont mis le feu, ouais. C'était trop beau. Hein. Eric parlait de communion. Alors nous, on a vécu un grand moment de communion au Stade de France, si je peux me permettre. Quand Léon Marchand a fait sa, je ne sais plus combienième médaille d'or, le temps s'est arrêté au Stade de France. C'est-à-dire que les 80 000 personnes... Au milieu des épreuves d'athlétisme. C'était au moment où les coureurs, les décathloniens du 400 mètres allaient prendre le départ. Et tout le Stade de France s'est mis à crier « Léon, Léon, Léon ». Au point que certains juges sur le stade, enfin la grande majorité des juges sur le stade, cherchaient quel athlète sur le stade d'athlétisme. Mais je pense qu'ils ne comprenaient pas, Léon, mais c'était ce qui se faisait généralement quand il y avait un athlète français. Donc qui est sur le stade, qui fait quoi, où il est, c'est lequel, jusqu'à ce que... Ah non, mais c'était incroyable. Et ça a duré 2-3 minutes et ça a mis à mal, entre guillemets, beaucoup de choses, le protocole, parce que c'est, tel podium, 20h26, etc. Et donc pendant 2-3 minutes, ça s'est arrêté, quoi. Alors que ce jeune homme, il nageait, je sais pas moi, à 6 km de là, quoi. Énorme. Bon, avec tous ces beaux souvenirs, je suppose que vous rêvez tous d'aller à d'autres JO. Ah oui. Pourquoi pas, ouais. Dans le même poste, ce serait impossible. Mais oui. En tant que public au minimum. J'ai déjà fait une tirelire. Je mets déjà dedans. Oui, Los Angeles, ça coûte cher. Hein. Los Angeles, ça fait rien. Eh ben, on vous le souhaite. Merci en tout cas à tous les 4 d'avoir participé à cette émission. Un grand merci aussi à l'Assogym qui nous a laissé nous installer au cœur du complexe Émilie Le Pennec. Un grand bravo aussi à tous les gymnastes que vous avez vus autour de nous. Ils font des choses incroyables. Ils sont au top, c'est ça. C'est du décor vivant. C'est parfait pour la télé. Merci à tous. Très bonne journée et à bientôt pour un nouveau numéro de Polygone. La rénovation de vos façades avec Modern Habitat allie esthétique et une résistance garantie à toutes les intempéries. Bonjour tout le monde, on retrouvera une météo bien plus clémente pour ce week-end. La matinée de demain débutera sous quelques nuages, mais le ciel va rapidement laisser place à de belles éclaircies pour le reste de la journée. Malheureusement, malgré un grand soleil, ça ne suffira pas à faire remonter les températures qui iront de 4 à 9 degrés pour les minimales et jusqu'à seulement 13 degrés au plus chaud de la journée. Demain, nous fêtons les Venceslas et il fera jour de 7h27 à 19h16. Passez tous une très belle journée et un excellent week-end. Réservez votre soirée du 4 octobre pour une performance captivante à la salle socioculturelle de Götzenbrück dans le cadre du festival Euroclassique. Découvrez Con Foucault du trio Cantiga Baile où 2 musiciens et une danseuse spécialiste des castagnettes réinterprètent le répertoire espagnol et classique. Achat des billets sur ticket-régional.fr à l'accueil de la communauté de communes du Pays de Bitche ainsi qu'à la caisse du soir.